Nouvelle donne en Afrique après la victoire totale des nationalistes noirs de Robert Mugabe en Rhodésie. Cambodge, un espoir, l'aide internationale arrive normalement. Marseille, 900 millions envolés, escroquerie record dans une société immobilière. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Une date historique dans la construction politique de l'Afrique noire. Il ne reste plus désormais qu'une petite tache blanche sur ce vaste continent, l'Afrique du Sud. En Rhodésie, en effet, qu'il faut désormais appeler Zimbabwe, le leader nationaliste Robert Mugabe a remporté hier la majorité absolue des sièges au premier parlement biracial jamais élu à Salisbury. 57 sièges, 23 iront à d'autres mouvements noirs. Le Premier ministre sortant, l'évêque Muzoreva, est le grand perdant de ces élections avec seulement 3 de ces sièges et 20 sièges réglementaires pour les Blancs qui, eux, ont voté massivement il y a 15 jours pour l'ancien Premier ministre Ian Smith. Philippe Châtenay, notre envoyé spécial au Zimbabwe, nous présente la personnalité et les options de Robert Mugabe qui n'a jamais caché ses opinions marxistes. Après 10 ans de prison politique, après 7 ans d'une atroce guérilla contre le régime blanc, voici donc Robert Mugabe, 51 ans, le président de la ZANU, assuré de devenir le premier chef de gouvernement du Zimbabwe indépendant. Sa victoire aux élections est écrasante, avec 63% des voix et 57 sièges sur 100 au Parlement. Mugabe dispose d'une majorité absolue. On pense ici qu'il proposera une coalition à l'autre grand leader des guérilleros, Joshua Nkomo, ce qui donnerait 77 sièges au Parlement pour le nouveau gouvernement. Dès l'annonce des résultats, Mugabe a tenu à rassurer les Blancs rhodésiens. Ensemble, a-t-il dit, nous devons maintenant oublier la guerre et reconstruire notre pays. En effet, la grande inquiétude des Blancs et des Noirs modérés ici vient de ce que Mugabe est le chef de la tendance la plus dure et la plus marxiste. Mais pour l'instant, Mugabe ne parle que de modération. Oui, pour bien fixer les esprits, et au terme de ces élections qui ont duré 3 jours, rappelons qu'il y a là-bas quelques 6 millions de Noirs pour 230 000 Blancs. Et c'est bien là le problème. Il y a encore 2 ans, ils contrôlaient entièrement la vie du pays. Eh bien, ces anciens colonisateurs ne représentent plus qu'une minorité inquiète désormais pour son avenir. Dans les rues de Salisbury, on vient d'apprendre les résultats des élections. C'est la majorité absolue pour les nationalistes noirs. La foule hurle sa joie face aux soldats britanniques. Pour cette Rhodésienne, c'est le commencement de la fin. Vous ne savez pas ce que vous avez fait, dit-elle. Mais lui dit, le journaliste anglais, qu'est-ce que vous pensez de la victoire de Mugabe? Ben, je pense qu'elle pue. La Grande-Bretagne pue aussi. Elle a ouvert la porte à ces salopards de Russes. En fait, cette femme exprime sous le coup de l'émotion la crainte de la minorité blanche, voir le pays basculer dans l'orbite du Mozambique et de l'Angola tout proche, c'est-à-dire vers des régimes socialisants amis de l'Union soviétique. La Rhodésie est un pays aux richesses minières importantes, il est vrai, elle produit de l'or, du nickel, de l'étain, suffisamment pour exciter les convoitises, et ce n'est certes pas l'élection de Robert Mugabe, dont on n'ignore pas les opinions marxistes, qui va calmer l'inquiétude des Blancs. Cela dit, que pourrait-il donc faire dans ce pays de 6 millions d'habitants où les Noirs représentent 95% de la population? S'ils partent massivement, ce sera un coup très dur pour le pays qui va perdre tous ses cadres et ses commerçants. C'est donc l'intérêt du nouveau gouvernement de donner des garanties suffisantes aux Blancs afin qu'ils restent au Zimbabwe. Un gouvernement de coalition auquel tout le monde participerait semble être la meilleure solution, une solution qui rassurerait les Sud-Africains et qui maintiendrait donc l'équilibre fragile en Afrique australe. Réactions très nombreuses dans le monde, l'étonnement aux États-Unis, ne croyez pas à un tel triomphe pour Robert Mugabe. La joie en Zambie, un grand moment historique pour nous, dit le président zambien. Le choc en Afrique du Sud, il faudra s'y habituer et s'y adapter, dit-on en coulisses, mais rien officiellement. Et puis la sérénité en Grande-Bretagne, dont la Rhodésie était encore, il n'y a pas si longtemps, une colonie. Le temps est maintenant venu pour la réconciliation, l'espoir et l'encouragement, a dit Mme Thatcher devant les communes. J'en viens maintenant à la suite du voyage du président de la République dans le Golfe Persique, avec aujourd'hui une 3e étape à Qatar, après le Koweït et Bahreïn. Un voyage dominé, vous le savez, par 2 dossiers, la question palestinienne, avec la petite phrase de Valéry Giscard d'Estaing hier sur l'autodétermination, et bien sûr le pétrole.
Alors je crois qu'il faut reparler des conséquences. Nous avons longuement parlé hier des réactions internationales à ces propos du chef de l'État, un petit peu moins des réactions politiques en France, parce qu'il n'y en a pratiquement pas eu, ce qui peut d'ailleurs paraître étonnant, Alain Duhamel. Oui, d'autant plus qu'il y a en fait une dimension de politique intérieure évidente à la phrase sur le droit à l'autodétermination du peuple palestinien. Je dirais que cette dimension, au fond, elle s'explique de deux façons. D'une part parce qu'il est clair que l'initiative du président de la République se situe tout à fait, en ce qui concerne les problèmes du Moyen-Orient, dans l'héritage du gaullisme. Héritage du gaullisme dans la mesure où la France se démarque des États-Unis, héritage du gaullisme dans la mesure où c'est une politique qui apparaîtra comme pro-arabe et qui choquera les amis d'Israël, et Israël soi-même d'ailleurs, ça s'est vu. De ce point de vue donc, on continue dans l'héritage. Alors il y a naturellement aussi une teinte spécifique, et cette teinte spécifique, c'est que la France, dans l'affaire, ne se contente pas de se déterminer et de se distinguer des États-Unis, mais aussi qu'elle essaye d'influencer l'ensemble de la communauté européenne, et ça c'est l'aspect qui est plus nettement giscardien. Mais enfin dans l'ensemble, sur ce premier point, c'est incontestablement la continuité par rapport au gaullisme. Alors le second aspect, c'est que, de politique intérieure, c'est que tout cela, en réalité, prend un petit peu de court les partis politiques, parce qu'en somme, il y a une sorte d'accord plus ou moins clandestin de l'ensemble des partis politiques sur ce point. Pourquoi? D'abord pour les gaullistes, comme je le disais, parce que c'est la continuité. D'autre part pour le Parti communiste, parce que sur cette question, naturellement, il y voit, ce qu'il voyait d'ailleurs déjà du temps du général de Gaulle, des aspects plutôt positifs de politique étrangère. Le Parti socialiste est toujours réservé sur les aspects matériels et pétroliers de la politique extérieure de la France au Moyen-Orient, mais sur le fond des choses, en ce qui concerne les droits du peuple palestinien, les socialistes sont du même avis. Alors, à l'UDF, on sera, curieusement, qui est le parti qui soutient le plus directement le président, on sera forcément plus réservé, ne serait-ce que parce qu'il y a beaucoup d'amis d'Israël qui s'y trouvent. Et on pense aux conséquences électorales pour naturellement, 81. mais enfin, bon, il est bien clair qu'on ne contestera pas les prises de position du président de la République. Ce qui fait que, d'une part, c'est une prise de position qui se situe dans l'héritage direct du gaullisme sur cette question, et d'autre part, qu'il y a là-dessus un accord plus ou moins large, sinon de l'ensemble des Français, naturellement, mais du moins des principales formations politiques françaises, ce qui ne peut naturellement qu'élargir l'assise électorale du président. J'ajoute que Jimmy Carter hier a eu une curieuse réaction. Notre vote contre Israël l'autre nuit au Conseil de sécurité résulte d'un malentendu, a-t-il dit. Nous avons mal interprété le texte de la résolution qui condamne les implantations juives dans les territoires occupés. Enfin, dernier élément de ce dossier palestinien, c'est un épisode judiciaire, ou plutôt juridique, qui a commencé cet après-midi devant la cour d'assises de Paris. On eut jugé les deux meurtriers d'Ezzedine Khalak, l'ancien chef de la délégation de l'OLP à Paris. Épisode juridique, disais-je, parce que, en fin de compte, un petit point de droit soulève, Paul Lefebvre, un gros problème politique. Bien, dans cette affaire, l'OLP s'était, comme on dit, portée partie civile, c'est-à-dire qu'elle réclame réparation pour ce qu'elle considère être un préjudice personnel relevant, dit le Code de procédure pénale, directement de l'acte commis par les accusés. Or, la défense des deux accusés, maître Spinner et maître Gardel, qui ont été commis d'office, a dit mais l'OLP, qu'est-ce que c'est sur le plan juridique? Rien, ça n'existe pas. L'OLP est une organisation qui, sur le plan juridique, il faut insister sur ces deux mots, n'a aucune référence nationale ou internationale. Elle n'a pas en droit un statut ou une constitution reconnue par la loi française, donc, on dit de jeunes avocats, elle n'a pas à être présente dans ce procès. Alors, M. Ibrahim Sous a été appelé à la barre, il a dit, mais d'abord, premièrement, le général de Gaulle et la résistance française n'avaient pas non plus de statut juridique au début de la guerre. Deuxièmement, l'OLP a tout de même déjà un fauteuil d'observateur à l'ONU. Et troisièmement, l'OLP bénéficie en France d'une reconnaissance quasi officielle, puisque, par exemple, elle a été invitée esqualité aux obsèques du président Pompidou, et que pour ma part, a dit M. Sous, et cela on ne le savait pas, j'ai dîné en tant que représentant de l'OLP avec le président Giscard d'Estaing, il y a quelques jours, avant son départ pour les pays du Golfe. Alors, les trois magistrats de la cour d'assises se sont donnés jusqu'à demain après-midi pour décider si, en droit, l'OLP a une existence légale en France. Une décision juridique qui ne manquera pas d'importance sur le plan politique cette fois. Bruxelles, la guerre du mouton se poursuit. Nouvel échec en effet cet après-midi. Londres et Paris sont restés sur leur position. Le problème sera donc abordé lors du sommet des 9 chefs d'État ou de gouvernement le 31 mars. Un sommet qui sera difficile, a dit le président de la Commission de Bruxelles, Roy Jenkins, reçu aujourd'hui par Raymond Barre. C'est un dossier qui sera bien sûr l'un des thèmes centraux de Cartes sur table lundi prochain. Madame Thatcher a en effet accepté pour la première fois à la télévision d'être interviewée par Jean-Pierre Elkabbach et Alain Duhamel, donc lundi 10 mars à 20h35.
Yougoslavie, l'état de santé du maréchal Tito reste grave. Ce matin, les médecins signalaient un léger mieux pour l'inflammation des poumons, mais il n'y a aucun espoir possible sur l'issue de la maladie, ont-ils ajouté. Cambodge, une vive controverse avait, vous vous en souvenez, éclaté au mois de janvier. Les vivres collectés par les organisations humanitaires internationales arrivent-ils sur place? Sont-ils distribués? Eh bien, il semble que oui. Édouard Laure et Alain Saint ont assisté à la distribution de ces vivres. Depuis 6 mois, chaque matin, vers 11 h, le même appareil affrété par la Croix-Rouge se pose sur l'aéroport de Phnom Penh, toujours fermé au trafic. Et c'est chaque matin une nouvelle cargaison de matériel médical, médicaments ou autres produits de première nécessité qui seront aussitôt distribués par les responsables de la Croix-Rouge ou de l'UNICEF. À 250 km au sud de Phnom Penh, ce sont, là aussi depuis 6 mois, des milliers de tonnes de riz ou de maïs qui sont débarqués le plus souvent de navires battant pavillon soviétique. Le bilan de l'opération Survie du Cambodge, 1 an après l'arrivée des Vietnamiens et la chute du régime de Pol Pot, est incontestablement une réussite, peut-être trop souvent critiquée. Surveillée et contrôlée par les Cambodgiens eux-mêmes, conseillée entre guillemets par les Vietnamiens, l'essentiel de cette opération sera venu de l'Union soviétique, à laquelle il faut ajouter un effort considérable de pratiquement tous les pays européens. L'UNICEF et la Croix-Rouge ont dépensé ici 111 millions de dollars depuis 6 mois. On en prévoit 150 pour les 6 prochains mois. Je crois que pour le moment, il n'y a plus de famine parce que vous savez bien que c'est la période de moisson. Et chacun, quand même, on a pu avoir quand même certains sacs de riz dans la maison. Donc, famine, maintenant, il n'y en a pas. Vous avez beaucoup de médecins étrangers? Ici, dans mon hôpital, nous avons en tout 16 médecins étrangers. C'est-à-dire 3 Vietnamiens et 13 Cubains. Alors nous sommes seulement que 4 médecins cambodgiens. Les Cubains et les Vietnamiens, c'est un choix politique? Ou est-ce qu'il n'y a pas d'autres médecins? Récemment, nous avons 2 médecins français. Et aussi, actuellement, j'ai une pédiatre française, Madame Marie-Thérèse Millet, par exemple, de la France. Alors, elle vient travailler avec nous dans un service de pédiatrie, de service consultation. Donc, il n'y a pas de sélection de nations ici. Je crois que si tout le monde voulait venir nous aider plutôt, alors nous acceptons. Les vrais amis. Aujourd'hui résolu mes problèmes essentiels il y a 2 mois, les moyens de transport dont l'absence obligeait à laisser pourrir les secours dans les hangars. Tout n'est pourtant pas réglé. Ces mêmes convois pouvant mettre jusqu'à 5 ou 8 heures pour parcourir une distance de 100 km compte tenu de l'état des routes. Cela dit, et c'est le premier résultat que nous avons constaté en arrivant dans ce village, à 200 km de Phnom Penh, les habitants de ce petit village ont quelque chose à manger. Le plus souvent un bol de riz le midi, un bol de riz le soir, mais c'est tout de même mieux lorsque l'on se souvient des images qu'on a vues il y a encore quelques mois. Lorsque l'on se souvient aussi de ces enfants condamnés à mort et qui aujourd'hui revivent sans que l'on sache très bien par quel miracle. Miracle qui pourrait bien venir en fait des produits de la pêche, l'aliment le plus reconstituant. Miracle qui pour beaucoup est venu tout simplement parce qu'un jour quelqu'un a eu l'idée d'ajouter au riz et au maïs l'envoi de filets de pêche. Kurt Tishka et Herbert Martin Hagen ne seront pas remis en liberté sous caution. Le tribunal de Cologne craint que ces 2 anciens nazis responsables de la déportation massive des Juifs de France ne profitent de cette liberté pour fuir à l'étranger. En revanche, Ernst Henriksson, condamné à 6 ans de prison le mois dernier, a été libéré dès hier. Réunis depuis hier à Luxembourg, les dirigeants socialistes de l'Europe des Neuf ont largement débattu du problème des nouveaux espaces de liberté que les socialistes doivent conquérir. François Mitterrand est intervenu sur le problème des libertés et Michel Rocard, que nous avons vu, a été très applaudi sur le problème de la crise économique et de la réponse socialiste. Willy Brandt, que nous entendrons avec François Mitterrand dans notre dernier journal, a développé le thème d'une Europe facteur de paix et d'équilibre entre les grandes puissances. Et puis ce propos de Laurent Fabius, les déclarations de Raymond Barre sur le chômage, déclarations que je vous rapportais hier, sont inacceptables.
Jacques Chirac, à l'heure du déjeuner, la France s'affaiblit et mène une politique qui n'est pas bonne. Monsieur Barre fait ce qu'il estime devoir faire, mais la France s'enfonce, a dit le président du RPR sur TF1. Jacques Chirac qui a ajouté « Il faut laisser faire du gaullisme par les vrais gaullismes et non par les centristes ». Économie, les charges locatives continuent d'augmenter de 25% en moyenne par an, constatent les agents immobiliers en publiant leur rapport trimestriel sur les charges. Et seul un hiver assez doux a évité que leur hausse soit encore plus sensible. Désormais, locataires et copropriétaires se mettent à contrôler de plus près ce type de dépenses. En 4 ans, les charges locatives ont augmenté de près de 25% par an, 3 fois la hausse des loyers. Les cas où les charges dépassent le loyer deviennent courants. Ainsi, ce logement de 4 pièces dans une HLM des Vosges. Fin 78, le locataire paie 826 francs, dont 403 francs de charges. Fin 79, la quittance dépasse 1000 francs, hausse de 10% du loyer qui atteint 465 francs, mais surtout les charges bondissent de 70%. Et ces charges, 684 francs, sont aujourd'hui très supérieures au loyer. Pourquoi ces hausses ? Le chauffage et l'eau chaude essentiellement, qui représentent maintenant plus de la moitié des charges et qui ont augmenté rapidement, 20% ces 3 derniers mois, sous la poussée du fioul. Plus de la moitié des Français se chauffent au fioul, or le fioul coûte 70% de plus que l'an dernier et toutes les énergies, électricité, chauffage urbain, etc. s'alignent peu à peu sur le fioul. Certains propriétaires de logements anciens ou HLM qui ne peuvent majorer à leur guise les loyers réglementés essaient de se rattraper sur les charges, en imputant aux locataires n'importe quelle dépense et en utilisant le système des rappels. Ils y réussissent souvent jusqu'à ce que les locataires découvrent le poteau rose, comme dans cette cité des combattants à Gentilly, un ensemble HLM construit en 1930 pour les poilus avec confort d'époque. Quand j'étais chercher ma quittance chez la concierge, j'étais très surprise d'avoir tant à payer. Mon loyer était normal, mais j'avais des charges de chauffage de 1500 francs à payer en plus. Un rappel donc? Un rappel de chauffage, oui. Ce qui montait ma quittance à 2518 francs. L'année dernière, j'avais déjà 1000 francs de chauffage à payer en plus. Un rappel aussi? Un rappel de chauffage à payer en plus. La société nous a mis des petits appareils sur les radiateurs à mercure qui doivent généralement mesurer le chauffage qu'on dépense. Comme moi, j'ai le soleil qui donne en plein sur les radiateurs. Même quand les radiateurs sont fermés, le mercure monte. Ça fait monter ma note. Étant donné que j'avais eu ce rappel l'année dernière, j'ai fermé mon radiateur depuis. Et puis j'étais très étonnée de m'apercevoir que j'avais autant de chauffage à payer. Alors vous recevez donc cette quittance et vous l'avez payée ou pas? Ah non, je ne l'ai pas payée. Quand je suis redescendue dans la cour, d'ailleurs, il y avait plein de monde qui en discutait, qui avait autant de charges que moi à payer. Et je n'ai pas payé les charges, on a tous refusé de payer. Nous avons pour nos espaces verts, comme vous en voyez ici, nous avons 4000 francs aussi qui est parti au concierge et 6000 francs à une société privée qui vient pour entretenir nos espaces verts. Nous avons déjà trouvé 3 millions d'erreurs, 3 millions de centimes d'erreurs, 30 000 francs, qui représentent une somme quand même déjà élevée que nous récupérons. Pour atténuer la hausse des charges, les pouvoirs publics ont versé cet hiver une prime exceptionnelle à 3 millions de familles bénéficiaires de l'allocation logement et de l'aide personnalisée au logement, l'APL. Quant à la part des charges dans l'APL précisément, elle a été revalorisée, passant à 243 francs par mois pour 4 personnes. La Confédération nationale du logement réclame des mesures plus radicales comme l'abaissement, voire la suppression de la TVA sur le fioul. Or, cette TVA a rapporté l'an dernier 3 milliards à l'État, 3 milliards, un cadeau difficile à faire en ce moment aux locataires et aux copropriétaires. Ajoutant que l'augmentation du gaz algérien à la production entraînera sans doute une hausse à la consommation. Les Algériens fournissent en effet 30% du gaz français. À Marseille, 3 personnes ont été inculpées après la découverte d'une vaste affaire immobilière. Ces inculpations interviennent 4 ans après l'ouverture d'une enquête par la section financière du parquet de Marseille. L'entreprise générale coopérative du bâtiment, que dirigeait Maurice Parodi, construisait des logements sociaux à bas prix. Un seul problème, cette société laisse un passif de 900 millions de francs, un chiffre contesté. François Cornet.
Créée au lendemain de la guerre, l'entreprise générale coopérative du bâtiment, dont le siège social était ici, dans cette rue Aviateur-Lebris à Marseille, s'était spécialisée dans la construction de logements sociaux. Elle avait réalisé plusieurs programmes dans la région marseillaise, mais s'était cependant retrouvée en difficulté financière dans le courant de l'année 70. Pour trouver de l'argent frais, l'entreprise soumissionnait à des prix plus bas que la concurrence, mais s'enlisait davantage. Pour sortir de l'ornière, le PDG de l'entreprise de Marseille fit alors appel à la Caisse centrale de crédit coopératif, un organisme sous tutelle du ministère des Finances, qui à plusieurs reprises lui prêta de l'argent. Maurice Parodi, le PDG de l'entreprise de Marseille, prétend qu'il n'y a pas escroquerie et se défend d'avoir détourné des fonds à son avantage. Hélas, non. Je dis hélas, car je suis en train de subir un tel préjudice moral. Si au moins il pouvait être en compensation d'un acquis, ça s'expliquerait. Mais hélas, je n'ai pas touché un centime et personne d'ailleurs ne me le reproche. On annonce quand même ce matin des chiffres tout à fait faramineux. Comme vous dites, faramineux, qui n'ont absolument rien à voir avec la réalité. Je me demande dans l'esprit de qui ces chiffres ont pu naître et à la suite de quelle information. Je serais vraiment curieux. On a fait même plus. Aujourd'hui, on a expliqué un soi-disant mécanisme que j'aurais utilisé pour détourner ces 90 milliards. C'est ahurissant. Bon, François Cornet, si mécanisme il y a, si escroquerie il y a, il faut essayer de démonter le mécanisme précisément. Comment ça a pu se passer? Où est-ce qu'il y a eu escroquerie? L'affaire est un peu compliquée, on va essayer de la résumer brièvement. En fait, cette entreprise de Marseille accusait des passifs permanents et jusqu'à, paraît-il, 100 millions de francs à l'époque. Et je le disais tout à l'heure, lorsque le PDG de cette entreprise a vu qu'il s'enlisait davantage, il a fait appel à cette caisse centrale de crédit coopératif qui l'a renfloué. Mais on s'étonne que cette caisse qui avait envoyé un émissaire sur place et qui contrôlait les tarifs, qui contrôlait les encaissements des entreprises, les décaissements des fournisseurs, on s'étonne que ce messager, si vous voulez, n'ait pas prévenu sa caisse centrale de crédit coopératif et ne lui ait pas dit attention, bloquez les fonds parce que l'entreprise de toute façon on ne peut plus la sauver. Alors on donnait des fonds à cette entreprise sans arrêt et c'est le point sur lequel on s'étonne. Alors nous avons rencontré cet après-midi à Paris le nouveau PDG de cette caisse centrale de crédit qui met ça sur le laxisme, sur le compte du laxisme de son prédécesseur. Alors écoutez. Vous allez entendre dans un instant le PDG de la Caisse centrale de crédit. Ce que je peux dire, c'est qu'il y a eu effectivement dans cette maison, pendant quelques années, à une époque déjà ancienne, une volonté de soutenir certaines entreprises dans une période de crise et de les soutenir sans doute au-delà de ce qui était raisonnable. Cette politique est maintenant terminée et ses effets ont été réglés, notamment à la suite d'un arrangement qui a été ratifié par le Parlement en décembre 1977. Mais il y a eu escroquerie et complicité dans cette affaire. Écoutez, les aspects d'ordre pénal de cette affaire me sont mal connus. En plus, ils sont couverts par le secret de l'instruction. Il m'est donc difficile d'en parler. Et je crois que la seule chose à faire, c'est d'attendre de voir s'il y a inculpation, ce qui ressortira des débats du tribunal. Et à votre sens, François Cornet, il va y avoir inculpation? Apparemment, on s'attend à de nouvelles inculpations dans les jours qui viennent. Oui, parce que l'affaire, paraît-il, on essaie de la minimiser, semble-t-il, mais elle paraît très importante. Le chiffre est énorme, en tout cas. Un certain nombre de caisses d'épargne de Paris sont en grève depuis vendredi dernier. Le personnel qui reproche à la direction d'avoir allongé le temps de travail a décidé aujourd'hui de reconduire la grève pour 24 heures. Alors, si vous voulez des renseignements sur vos comptes dans ces caisses, vous pouvez appeler SVP 3333. SVP 3333. Par ailleurs, pour protester contre les projets de fermeture de classes maternelles et élémentaires à Paris, 500 instituteurs ont manifesté cet après-midi devant le ministère de l'Éducation. Scandale à l'italienne, ce pourrait être le titre d'un film. C'est en fait une histoire un peu sordide. 27 joueurs de football italiens, et non des moindres, sont accusés par un commerçant romain d'avoir été achetés pour truquer des matchs. Ce commerçant qui pariait sur les résultats des rencontres, le fameux Tolto Calcio, a révélé le poteau rose car il était vexé d'avoir été ruiné par des vedettes qui, en définitive, ne jouaient pas le jeu et ne pouvaient s'empêcher de gagner. L'incendie à Paris, c'est un incendie très important. 2000 personnes en plein cœur de la capitale ont été touchées par cet incendie, square Maximens à Paris. L'immeuble où elle travaillait a été évacué à la suite d'un incendie donc, qui a fait un mort. 150 pompiers et 18 casernes se sont rendus sur les lieux. 800 mètres carrés d'une compagnie d'assurance ont été complètement détruits.
Sport maintenant, demain le match de football Saint-Étienne-Mönchengladbach sera retransmis, j'ai le plaisir de vous l'annoncer, à 18h30 sur notre antenne. En conséquence, notre journal ne commencera qu'à la fin du match, c'est-à-dire vers 20h20. Et puis en tennis, on vous l'a annoncé hier soir, Yannick Noah blessé ne participera pas le dimanche prochain à la rencontre de Coupe Davis France-Finlande. Alors au-delà de cette blessure à la cheville droite, on est amené à se poser un certain nombre de questions au sujet du jeune champion, dans la mesure où il n'a gagné qu'un seul match face à un joueur modeste au cours des 6 derniers mois. Yannick Noah s'explique devant Hervé Duc. Quelques erreurs cet hiver, notamment dans ma préparation. J'ai fait beaucoup de voyages, j'ai voulu en faire peut-être un peu trop. Je suis allé jouer au football à Tahiti où j'ai fait un voyage éclair de 3 jours. C'est peut-être cela qui explique mon manque de forme physique. J'ai été au Cameroun voir mon père pendant les fêtes. J'ai fait donc beaucoup de voyages en très peu de temps. Et c'est ce qui explique un peu que j'étais un peu fatigué à la fin du mois de janvier, au début février. Mais enfin, c'est l'expérience, il faut bien le prendre. Et l'an prochain, j'essaierai de ne pas faire les mêmes erreurs. Après votre défaite face au numéro 1 soviétique Borisov, vous aviez dit que vous étiez engagé à vous entraîner très sérieusement pendant 3 semaines pour parvenir à une condition physique tout à fait honnête. Or, ce n'est pas le cas apparemment. Mais vous savez, là c'est très difficile de répondre puisque je suis blessé, donc il est très difficile de savoir exactement où j'en suis puisque je ne peux pas jouer. Maintenant, nous avons éprouvé énormément de difficultés. Je trouve ça tout à fait regrettable que les premiers joueurs français n'aient pas de cours pour s'entraîner. C'est un peu dommage. Enfin, une fois de plus, c'est l'expérience. Et la prochaine fois que j'aurai 3 semaines devant moi, je ne resterai pas en France. Et j'irai m'entraîner soit aux États-Unis, dans le camp d'Harry Hopman ou ailleurs. Mais de toute façon, il n'est plus question de rester en France aussi longtemps pour une séance d'entraînement. Yannick Noah, quelques mauvaises langues disent que vous n'avez pas l'avis que devrait avoir un joueur de tennis professionnel. Effectivement, j'aime beaucoup la vie et il se trouve que j'ai peut-être un malchance d'être français. Nous avons, les joueurs français, une vie relativement facile. Mais enfin, j'ai toujours eu des ambitions et mes ambitions n'ont jamais changé. Je me suis toujours entraîné dans l'optique d'être dans les 10e joueurs mondiaux et je pense que je suis bien parti. Oui, Yannick Noah qui a le mérite du courage. Il sera remplacé vendredi, samedi et dimanche prochain contre la Finlande, donc par Dominique Bedel. 2 derniers télégrammes en provenance de l'étranger. Un 2e consul soviétique à Marseille a été amené aujourd'hui à quitter la France. Il est attaché de presse au consulat général du RSS. Et vous vous souvenez sans doute qu'il y a 2 semaines, un premier consul, M. Gevani Travkov, avait été trouvé en possession de documents touchant la défense nationale et il avait été, comme on dit dans ces cas-là, vivement incité à quitter le territoire. Et puis en Italie, je vous parlais d'un scandale sur le Toto Calcio, c'est-à-dire le jeu, les pronostics sur le football. Il y en a un autre scandale qui semble autrement plus important et de nature politique. Celui-là, il touche la démocratie chrétienne à tel point que le ministre de la Marine marchande vient de donner à l'instant sa démission. Elle peut être suivie d'autres démissions. La météo, aujourd'hui, il a fait beau sur l'ensemble du pays et les températures sont sensiblement remontées. Demain, après une matinée fraîche et brumeuse, le temps restera ensoleillé et doux sur la plus grande partie du pays. Toutefois, quelques pluies sont à craindre sur les côtes de la Manche. Ce soir, vous avez rendez-vous avec Hervé Claude qui vous présentera les dernières nouvelles aux environs de 23h30. Demain, n'oubliez pas notre édition de 12h45, présentée comme chaque jour par Patrick Lecoq, qui aura cette fois comme invité Roger Garaudy, qui vient de publier un livre, L'appel aux vivants, et qui sera candidat à l'élection présidentielle. Et puis, avant de vous quitter, je voudrais vous signaler qu'en raison de réparations effectuées sur l'antenne de l'émetteur du Pic de l'Ours, les téléspectateurs de la région située à l'est de Draguignan ne recevront pas nos émissions demain à partir de 9h et ce jusqu'à 18h30 après-demain. Ou demain, j'en suis pas tout. Non, après-demain, c'est ça. Voilà, je vous souhaite de passer une très très bonne soirée et j'espère vous retrouver demain à 20h. Ah, pas à 20h, non, ça sera demain à 20h20 après le match Saint-Étienne-Mönchengladbach.